Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Lutte contre l'extrémisme violent au Sahel, un défi majeur dans la région. La question est au cœur d'une conférence des ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel. Plus de 600 millions de personnes privées d'électricité, l'Afrique face au déficit énergétique. Dans certains pays, c'est moins de 10% de la population qui dispose de l'électricité. Quel impact dans la vie quotidienne, mais aussi sur les économies, le décryptage à suivre dans ce journal. Arrivées ces dernières années de marques africaines dans le milieu du prêt-à-porter, à l'instar du Kalouk, une marque malienne qui entend bien un jour rivaliser avec les plus grands. Mais d'abord, les manifestations en Guinée contre le projet de nouvelle constitution voulu par le président Alpha Condé au pouvoir depuis 2010 est soupçonné par le FNDC, plateforme qui rassemble l'essentiel de l'opposition et la société civile, de vouloir briguer un troisième mandat en 2020. Au moins 3 personnes ont trouvé la mort depuis lundi durant les mobilisations des ONG et des pays comme la France. Appel à un retour au calme face à la contestation durement réprimée, et ce à plusieurs reprises. Le bilan fait état de moins 20 civils tués depuis le début de la mobilisation. Et ouverture ce 15 janvier à Bangui, en Centrafrique, du procès des crimes commis à Bangassou en 2017. Premier appelé à la barre, Kevin Béré, l'un des commandants de zone de la milice anti-Balaka de Bangassou. Plus de 30 prévenus comparaissent. Ils sont jugés pour leur responsabilité donc dans le massacre en 2017 de dizaines de civils et le meurtre de 10 casques bleus dans cette ville du sud-est de la Centrafrique. Quelques jours après le sommet de Pau en France, une conférence des ministres de la culture des pays du G5 Sahel s'est ouverte ce mercredi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Durant 3 jours, les ministres notamment, mais aussi des experts, vont se pencher sur les différents moyens, notamment à travers la culture, de prévenir l'extrémisme violent dans la région. Voyez ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Il s'est ouvert à Ouagadougou ce mercredi 15 janvier la conférence des ministres des pays du G5 sur le thème « Contribution de la culture à la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel », placée sous le patronage de Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, président en exercice du G5 Sahel. L'initiative participe à la recherche de solutions efficaces et durables à même de faire de l'espace une zone économiquement intégrée, socialement prospère et culturellement riche. Il faudrait chercher à guérir l'humanité du flot de la guerre par des méthodes appropriées, notamment l'enseignement et la promotion des valeurs cardinales, de sorte à prévenir, sinon à réduire la violence. En plus des ministres invités, plusieurs acteurs du monde de la culture prennent également part à cette rencontre. Le thème en relation avec la situation sécuritaire de l'espace revêt un enjeu particulier, celui d'intégrer dans la vision stratégique du G5 Sahel le financement structurel du secteur de la culture au regard du contexte, ce afin qu'il puisse contribuer à faire régner la paix et la cohésion. Il faut absolument construire les outils nécessaires pour rendre la présence humaine, la cohésion sociale, la rencontre des peuples, bref, la vie, il faut la remettre à sa place. Et ça, c'est la culture. Des décisions politiques majeures sont attendues à l'issue de la rencontre prévue le 17 janvier 2020. Elles seront consignées dans une déclaration dite de Ouagadougou. L'opposition togolaise dénonce des irrégularités dans le processus électoral devant permettre l'organisation de l'élection présidentielle du 22 février 2020 pour le Front citoyen Togo Debout. Tout est fait pour favoriser le président sortant, Fornia Simbe, candidat à sa propre succession. Il a été investi par l'Union pour la République, son parti, élu pour la première fois en 2005. Il est en lice pour un 4e mandat, une candidature décriée par l'opposition qui réclame l'alternance politique. Arrestations arbitraires, détenus d'opinion et torture, le bilan en matière des droits humains en Mauritanie, souvent dénoncé par les ONG. Face à la situation, Human Rights Watch appelle le nouveau président, Mohamed Ould Ghazouani, à mettre au cœur de ses priorités l'abrogation des lois répressives qui limitent la liberté d'expression. Philomène Tine.
Investi à la tête de l'État mauritanien le 1er août 2019, Mohamed Ould Ghazouani devrait poser les premiers jalons de la protection des droits humains de tous les Mauritaniens, espère l'organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch. Ainsi, il est urgent de réformer la législation afin d'abroger les lois répressives qui limitent l'exercice pacifique de la liberté d'expression en Mauritanie et de mieux garantir les droits des femmes. La transition en Mauritanie comporte plusieurs enjeux. L'un des enjeux les plus importants, c'est naturellement les droits de l'homme. Mais le président, il a clairement indiqué que sa priorité, c'est l'emploi, c'est la santé, c'est l'accès à l'eau. Il n'a pas encore songé à changer le code pénal. Ce ne seront pas des réformes qui vont être faites d'un jour à l'autre. À en croire Human Rights Watch, le régime de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz avait recours à des lois de portée sur le terrorisme, la diffamation criminelle, entre autres, afin de poursuivre et d'emprisonner les défenseurs des droits humains, activistes, blogueurs et dissidents politiques. Ceci a été une menace des progrès en matière des droits humains depuis plusieurs décennies en Mauritanie. Je pense qu'il faut une réforme sérieuse. Ce ne sera pas du tout facile. La Mauritanie a une tradition de violation des droits de l'homme. La loi sur le blasphème, c'est en corrélation avec la religion. Il y a aussi les lois sur l'adultère et autres. Arrestation arbitraire, détenus d'opinion, torture, l'ONG Amnesty International dresse à son tour un bilan 2019 déplorable en matière de droits humains en Mauritanie. Après l'échec des dernières négociations, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan se donnent rendez-vous fin janvier à Washington pour un nouveau cycle de pourparlers sur l'épineuse question du barrage sur le Nil, source de tensions régionales depuis près de 10 ans. La majorité de sa population étant privée d'électricité, l'Éthiopie considère que le grand barrage de la Renaissance, projet lancé en 2011, est essentiel à son développement. L'Égypte, elle, dépendante du Nil pour son agriculture d'irrigation et son eau potable, dit avoir des droits historiques sur le fleuve, notamment en vertu d'un traité qui date de 1929. Le continent africain est sur la bonne voie en matière d'électrification. C'est le constat de la Banque mondiale. Des pays comme le Rwanda, le Kenya ont réussi respectivement à tripler ou à doubler en moins de 10 ans l'accessibilité à l'électricité. Cependant, rien n'est encore réglé puisqu'à l'heure actuelle, plus de 600 millions de personnes vivent sans électricité en Afrique subsaharienne. Une situation qui ralentit alors la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Ange Bijou-Nomenyo. Le développement de l'Afrique ne peut se faire sans énergie. Même si les perspectives économiques restent favorables, avec 4,1% de croissance en 2020, les défis liés à la production énergétique, eux, restent énormes. En 2017, la Banque mondiale estimait à 645 millions le nombre de personnes vivant sans électricité, soit plus de la moitié de la population globale africaine. Disons que pour nos pauvres États africains, la technologie qui nous permet de produire la meilleure électricité, qui a été prouvée partout ailleurs dans le monde, c'est l'énergie nucléaire. Donc malheureusement, nous ne maîtrisons pas le nucléaire. Vous voyez partout en France, en Pologne, en Allemagne, c'est l'énergie nucléaire qui est utilisée. C'est l'énergie la moins chère. Or, nous n'avons pas la technologie pour maîtriser cette énergie nucléaire, pour la transformer. Le gouffre énergétique dans lequel est plongée l'Afrique s'explique en partie par une situation d'accessibilité aux réseaux nationaux. 63% de la population d'Afrique subsaharienne réside en zone rurale où le coût de l'extension du réseau est trop élevé pour être envisageable. De mon point de vue, je crois que les autorités ne sont pas ignorantes de l'existence de l'énergie solaire. Mais simplement, c'est que le coût est prohibitif. C'est des budgets, c'est des lignes de financement à mobiliser qui sont parfois hors de leur portée. L'Afrique aurait besoin chaque année d'augmenter sa capacité de production en électricité de 7 gigawatts pour répondre aux besoins. Mais sur cette même période d'un an, les nouvelles installations ne fournissent que l'équivalent d'1 gigawatt supplémentaire. En raison de cette pénurie d'électricité, on estime que le continent perd 2 à 4 points de croissance chaque année. Le Mali, champion africain du coton devant le Burkina Faso, le coton, principale source de revenus du pays, mais la production totale au terme de la dernière campagne a été bien inférieure aux objectifs fixés après la production record de plus de 700 000 tonnes en 2018. Les précisions d'Amenedji.
La campagne cotonnière 2019-2020 au Mali a été l'une des plus infructueuses en termes de rendement. Sur les 800 000 tonnes fixées en matière d'objectifs à atteindre, à peine 600 000 tonnes de coton ont été produites. Ceci en raison de la livraison tardive des intrants agricoles et des aléas pluviométriques en rapport avec les prévisions du département américain de l'agriculture, soit 1,35 million de balles de coton en baisse de 9%. On avait déjà 3 programmes ici au Mali. Le programme de diversité et de compétitivité agricole. On avait également le programme d'accroissement de la productivité agricole au Mali. On avait le programme également national d'investissement dans les infrastructures rurales. Donc tous ces programmes qui étaient mis en place, financés par la Banque mondiale et l'Union européenne, et en plus la volonté politique. Selon les prévisions, la superficie atteindrait 735 000 hectares de récolte, estimés à 40 000 hectares de moins que les chiffres avancés. Les prix élevés du coton bord-champ auraient incité les cotonculteurs à procéder à l'accroissement des superficies qui toutefois ont été perturbées par les pluies tardives. Le principal défi qui se présente pour les prochaines années, c'est la mise en place d'une chaîne de valeur locale avec la transformation notamment du coton malien en destination du marché local. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le coton malien est destiné essentiellement à l'exportation. Donc s'il y a un cadre favorable, dans le cadre notamment de la création de la chaîne de valeur locale, en accompagnant notamment les paysans dans les zones rurales, en apportant des engrais et notamment autres produits phytosanitaires, il est évident que la production agricole dans les prochaines années pourra fortement progresser. Au niveau macroéconomique, le coton apporte à l'État plus de 10% de ses recettes budgétaires et demeure le principal pourvoyeur de devises du pays. Pour rappel, une convention de financement de montant de 244 millions d'euros, soit 160 milliards de francs CFA, avait été signée entre la Compagnie malienne pour le développement des textiles et la Banque de développement du Mali pour l'accompagnement du secteur. La mode africaine est en pleine mutation. Les différentes créations originaires du continent varient pour aller vers d'autres matériaux. Illustration avec Iqalook, une marque 100% malienne qui capitalise sur le coton produit localement. C'est un sujet signé Gladys Mamba. Présentée comme la nouvelle reine des étoffes maliennes, voire africaines, Namissa Terra produit des vêtements 100% fabriqués au Mali. À 34 ans, cette créatrice de mode autodidacte a lancé sa marque Iqalook en 2013, un label qui possède désormais sa propre boutique en plein centre-ville de la capitale malienne Bamako, meilleur emplacement pour toucher son cœur de cible, la femme active et moderne. J'apprécie les matières utilisées, je trouve que c'est gai et je trouve que ça correspond vraiment à mon style de femme active. C'est très pratique de porter Iqalook. Et quand je porte Iqalook en dehors du Mali, je sens que je représente réellement le Mali. Namissa surfe sur l'un des avantages de son pays. Le Mali est le premier producteur de coton en Afrique avec plus de 700 000 tonnes produites en 2018. La qualité de cette fibre végétale récoltée à la main dans le pays est reconnue à l'international. Mais le Mali ne transforme que 2% de sa culture cotonnière, qui est pourtant sa principale richesse. Une difficulté supplémentaire pour cette jeune entrepreneur qui est l'une des rares femmes à avoir réussi dans le difficile environnement commercial de son pays. Sa dernière collection Bara, qui signifie travail, illustre d'ailleurs son dur labeur. Bara 2019, c'est une collection qui est faite, on va dire, à 100% de coton malien, inspirée de tout ce qui est esprit jean. Et la collection est inspirée du filet, de jean, de djembé, de la culture bobo, on va dire. Les entreprises qui transforment le coton en produit fini au Mali sont rares, malgré le potentiel économique élevé de cette activité. Mais grâce à sa ligne de vêtements Made in Mali, Namissa Terra contribue au développement de son pays, notamment par la création d'emplois, pour un succès qui dépasse les frontières maliennes. La marque Iqalook reçoit des commandes du Sénégal, du Cameroun, de la France et des États-Unis. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.